La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cours, Forrest, cours! Autant de répliques participant à la construction d'un film culte. Forrest Gump, c'est une formidable aventure humaine racontée par un personnage simple et attachant. Ce sont des séquences entremêlant habilement la comédie et le drame. Forrest Gump, c'est aussi l'un des plus grands rôles de la carrière de Tom Hanks. Si le récit développe les sentiments du personnage principal pour sa meilleure amie Jenny, il narre aussi toute une histoire des États-Unis. Une histoire que nous allons découvrir dès à présent. Générique. Adapté du roman Forrest Gump, publié en 1986 par Winston Groom, le film de Robert Zemeckis consacre la carrière de son réalisateur. Neuvième œuvre cinématographique de son auteur, elle intervient après les succès consécutifs d'À la poursuite du diamant vert en 1984, la trilogie Retour vers le futur à partir de 1985 et Qui veut la peau de Roger Rabbit en 1988. Fidèle compagnon de Steven Spielberg, Robert Zemeckis s'intéresse de près à l'histoire des États-Unis, mais aussi à l'innovation des effets visuels. Dans Retour vers le futur, il n'hésite pas à réécrire les événements de son pays à travers le recours à des effets pyrotechniques créés par le studio ILM fondé par George Lucas. Une scène plus particulièrement reflète la démarche entreprise pour Forrest Gump. Elle se trouve déjà dans le premier Retour vers le futur. Le personnage de Marty McFly, plongé en 1955, partage un repas avec la famille de sa jeune mère. Les membres attendent impatiemment la diffusion du nouvel épisode d'une série comique avec Jackie Gleason. Nous sommes en 1955. L'arrivée du poste de télévision marque une révolution dans le foyer américain. Lorraine demande à Marty s'il possède lui aussi la télévision. Il répond en avoir deux à la maison. La famille tourne en dérision la réponse. Marty reconnaît l'épisode et affirme l'avoir déjà vu avec 30 ans d'avance. C'est un classique, tout est dit. Le citoyen américain s'apprête à découvrir et redécouvrir son classique, le récit de sa propre histoire nationale à travers la petite lucarne télévisuelle. L'action de Forrest Gump se déroule entre les années 50 et la décennie 1980, une période au cours de laquelle l'histoire s'écrit et se réécrit par le petit écran. Le personnage de Forrest, comme la majorité des Américains, écrit sa propre histoire personnelle en réécrivant la grande à la télévision. Tourné en 1993, Forrest raconte le passé de l'Amérique en y ajoutant une part fictionnelle incluant le simple citoyen au cœur de cette histoire. Grâce à la télévision, l'Américain ordinaire participe à l'histoire en marche, ne devient plus simplement un lointain témoin, mais un acteur au présent. Grâce à d'innovants effets visuels, Forrest pénètre à l'intérieur du petit écran et s'apprête à jouer son rôle dans la grande histoire des États-Unis. Dès lors, le point de vue de la télévision est celui d'un regard représentant le réel. Elle diffuse une image du réel qui n'est pas le réel lui-même, une représentation de la grande histoire qui n'est pas la grande histoire elle-même. L'Amérique entretient tout au long de son histoire un rapport complexe avec la violence et le racisme. La particularité du personnage de Forrest Gump consiste à regarder les événements de son pays avec une naïveté désarmante. Pour le comprendre, le spectateur doit remonter aux origines du héros. Forrest Gump grandit dans l'état de l'Alabama au cœur des années 50. Il porte le nom d'un illustre protagoniste de la guerre de sécession, Nathan Bedford Forrest. Né en 1821, ce planteur fortuné, propriétaire d'esclaves, s'engage comme simple soldat aux côtés des confédérés du sud des États-Unis. Nathan Bedford Forrest, réputé pour sa violence, devient progressivement lieutenant général de l'armée sudiste. Commencée en 1861, la guerre de sécession se termine 4 ans plus tard par la victoire des troupes nordistes de l'Union.
Cet événement souligne une première fracture américaine autour de la question de l'abolition ou non de l'esclavage. Les partisans du Sud confédéré affirment la nécessité économique de maintenir cette politique de ségrégation raciale. Les soutiens du Nord unioniste, représentés par le président des États-Unis Abraham Lincoln, défendent l'idée du droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur de toute personne de couleur. En janvier 1865, l'adoption du 13e amendement abolit l'esclavage. Pour Nathan Bedford Forrest, le général sudiste défait, la guerre n'est pas terminée. Au printemps 1866, il fonde une société secrète, le Ku Klux Klan, et devient le grand sorcier de la secte. Mus par un racisme exacerbé, les membres du clan brûlent les écoles et les églises noires, tuent tous ceux qui s'opposent à la suprématie blanche. Le personnage de Forrest Gump déclare, à propos du général confédéré, sur un ton naïf et innocent, « Ils s'amusaient à faire peur comme si c'était des fantômes ou des revenants. Ils avaient même mis des draps de lit sur les chevaux. Parfois, on fait des choses qui n'ont pas beaucoup de sens. » Si l'abolition de l'esclavage est adoptée en 1865, le Sud continue à appliquer une politique de ségrégation raciale durant un siècle. Lorsque Forrest s'apprête à entrer à l'université d'Alabama, il découvre l'étendue de la discrimination en vigueur. « Burl, qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-il à son camarade de classe. Celui-ci lui rétorque « Il y a 2 rats qui veulent rentrer à l'école. » Forrest ne comprend pas l'allusion. Il se montre étranger à toute forme de racisme. À l'aide d'images d'archives télévisuelles habilement détournées, Forrest devient un acteur de l'histoire en marche. Un journaliste commente la situation en ces termes. Le président Kennedy ordonne l'ordre à la défense d'utiliser la puissance militaire. Un conflit oppose l'État central de Washington, dirigé par le président démocrate des États-Unis, et l'État fédéral de l'Alabama, sous la direction du gouverneur lui aussi démocrate George Wallace. Le 11 juin 1963, le nouveau gouverneur fraîchement élu s'interpose contre l'entrée de 2 étudiants afro-américains à l'université. Les mesures de ségrégation de l'université d'Alabama sont abolies par la suite et les étudiants James Hood et Vivian Malone intègrent l'établissement. Forrest tend un livre tombé au sol à l'étudiante. Il participe à sa manière à cet événement majeur. Historiquement, l'État d'Alabama a été le 4e à se joindre au camp sécessionniste le 11 janvier 1861. Entre 1861 et 1963, plus de 100 ans s'écoulent avant une évolution politique vers la déségrégation. Après l'obtention de son diplôme, Forrest s'engage dans l'armée et rencontre Benjamin Buford Blue, plus connu sous le nom de Booba. Ce descendant d'esclaves lui raconte l'histoire de sa famille. Nous contemplons à l'écran la répétition de plans autour des générations de femmes afro-américaines se succédant au service des propriétaires terriens sudistes en cuisine. Booba participe, comme de nombreux afro-américains, à la guerre du Vietnam. Son histoire personnelle rejoint celle de son pays. Grâce à Jenny, sa meilleure amie et future compagne, Forrest croise la route des Black Panthers. Fondé en 1966 à Oakland, en Californie, ce mouvement prône la révolution armée et l'affirmation d'une identité uniquement afro-américaine. Autrement dit, au nom de la lutte contre un suprémacisme blanc, les Black Panthers affirment ouvertement un suprémacisme noir. Au milieu des militants, Forrest n'est clairement pas le bienvenu. Insulté, humilié, il est accusé de racisme alors qu'il n'est pas responsable de la politique de l'État américain au Vietnam. Au racisme des sécessionnistes du Sud répond le racisme des révolutionnaires du mouvement Black Panther. Comme de nombreux Américains, Forrest assiste à la télévision à de multiples événements historiques. S'il observe Neil Armstrong et ses partenaires se poser sur la Lune le 20 juillet 1969, il témoigne impuissant d'une Amérique confrontée à des tentatives d'assassinat à répétition. Au cours de sa vie, Forrest en apprend 5 d'entre eux. Au début du mois de mai 1972, le gouverneur démocrate de l'Alabama, George Wallace, candidat à l'élection présidentielle, est victime d'une attaque par balle lors d'un rassemblement public dans le Maryland. À propos de Wallace, Forrest évoque en quelques mots cet événement tragique. Quelques années plus tard, ce petit homme en colère pensa que c'était une bonne idée de se présenter aux élections présidentielles. Mais quelqu'un ne pensait pas comme lui. Il n'est pas mort. En effet, George Wallace survivra à cette tentative d'assassinat, mais restera partiellement paralysé. Dans la suite du long métrage, Forrest rencontre le président John Kennedy et relate les tristes événements du 22 novembre 1963. Quelque temps après, sans raison particulière, quelqu'un assassina ce gentil jeune président dans une promenade en voiture.
Quelques années plus tard, quelqu'un assassina son petit frère, mais lui dans une cuisine d'hôtel. Être frère, ça doit pas être facile. Au début des années 60, la famille Kennedy incarne un espoir pour une partie de l'Amérique. Premier président catholique de l'histoire des États-Unis, John séduit la population par l'image qu'il dégage à la télévision et par une phrase prononcée au cours de son discours d'inauguration le 20 janvier 1961. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Plus jeune président de l'histoire du pays, il est brutalement assassiné par balle à Dallas le 22 novembre 1963. 6 ans plus tard, Robert Kennedy, le jeune frère de John, est lui aussi assassiné le 5 juin 1968. Il venait de remporter les primaires de Californie et se préparait à représenter le Parti démocrate aux élections présidentielles. Par la suite, Forrest écoute à la télévision le récit de la tentative d'assassinat contre le président Gerald Ford en 1975. Le président républicain, successeur de Richard Nixon, survit en réalité à 2 reprises à des tentatives d'intenter à sa vie, à Sacramento et San Francisco. Pourtant, la liste se poursuit avec la figure du président Ronald Reagan. De retour en Alabama, Forrest entend à nouveau via la télévision le récit du nouvel acte perpétré contre le chef de l'État. Le 30 mars 1981, Reagan, fraîchement élu, est victime d'une tentative d'assassinat à Washington dont il sortira indemne. Au cours de son histoire, les États-Unis ont connu la mort par balle de 4 de leurs présidents. Abraham Lincoln en 1865, James Garfield en 1881, William McKinley en 1901 et John Kennedy en 1963. Le pays entretient un rapport à la violence ne s'arrêtant pas à la politique. Forrest participe à une émission en compagnie de John Lennon. Il relate la triste fin de l'ex-chanteur des Beatles en ces termes. Quelques années plus tard, ce charmant jeune homme anglais rentrait chez lui retrouver son petit garçon. Sur le chemin, il signa quelques autographes, et sans aucune raison particulière, quelqu'un l'assassina. Forrest relate la mort de Lennon le 8 décembre 1980 à New York, à l'âge de 40 ans. Le film de Robert Zemeckis développe en profondeur la guerre du Vietnam et les conséquences sur la vie politique et culturelle des États-Unis. Tout jeune diplômé universitaire, Forrest reçoit une brochure des mains d'un militaire l'incitant à s'engager dans l'armée. Comme de nombreux jeunes Américains, le personnage principal croit à la propagande gouvernementale consistant à lutter contre les communistes vietnamiens menaçant de conquérir l'ensemble du Pacifique. En pleine guerre froide, la Russie acquiert l'arme atomique. Mao devient le nouveau dirigeant de la Chine en 1949. Les communistes sud-vietnamiens, appuyés par le Vietnam du Nord, fondent le Front National de Libération en 1957. En 1960, le président Kennedy envoie près de 1000 hommes en opération sur place. Toutefois, l'incident du golfe du Tonkin en août 1964 marque un tournant dans l'engagement militaire américain. 2 destroyers américains, le Maddox et le Turner Joy, auraient été attaqués par des torpilleurs nord-vietnamiens. Le président Lyndon Johnson obtient du Congrès une résolution visant à prendre toutes les mesures nécessaires pour repousser toute attaque armée. À la suite de l'attaque de la base américaine de Pleiku en février 1965, l'opération Rolling Thunder, littéralement roulement de tonnerre, est lancée. 184 000 soldats américains arrivent au Vietnam. Le conflit s'intensifie et dure jusqu'en 1975. Forrest rencontre Bubba dans un bus l'emmenant vers le théâtre des opérations. Il découvre en hélicoptère la zone. Forrest laisse derrière lui sa mère et sa meilleure amie Jenny. Il nous révèle ses ressentis. On nous a dit tout de suite que le Vietnam allait être très différent des États-Unis d'Amérique. À part les canettes de bière et les barbecues, c'était vrai. Forrest pense qu'il pourra rapidement rentrer chez lui et que la guerre sera victorieuse. Il rencontre le lieutenant Dan. Le lieutenant Dan connaissait son affaire. J'avais de la chance de l'avoir comme lieutenant. Il était le fruit d'une longue tradition militaire. Quelqu'un de sa famille s'était battu et avait été tué dans chaque guerre américaine. En décrivant son supérieur, Forrest dévoile à quel point la guerre représente en soi une tradition américaine. Tout au long de son histoire, les États-Unis ne cessent de mener des luttes armées. Contre l'Angleterre au nom de son indépendance en 1776, contre le Mexique en 1846 pour conquérir de nouveaux territoires au sud,
Entre 1861 et 1865, la guerre de sécession souligne les fractures entre le nord et le sud des États-Unis. Au cours de la deuxième partie du XIXe siècle, les Américains engagent la lutte contre les Amérindiens. S'ensuit l'engagement dans la Première Guerre mondiale en 1917, puis la Seconde en 1941, et enfin la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Jusqu'à présent, les États-Unis n'ont jamais connu de cuisante défaite militaire. Le Vietnam sera l'événement remettant en question la domination américaine. Forrest traverse un terrain sauvage et verdoyant contenant de nombreux pièges. Comme ses camarades, il affronte des conditions climatiques difficiles et se heurte aux périodes de mousson, rendant le sol impraticable. La pluie tombe continuellement jour après jour. Forrest souligne que des partenaires venus de chaque État du pays se battent ensemble. On nous faisait faire de longues marches. On était toujours à la recherche d'un dénommé Charlie. Le truc bien avec le Vietnam, c'est qu'il y a toujours un endroit où aller, et il y avait toujours quelque chose à faire. Comme de nombreux soldats, Forrest écrit des lettres à ses proches. Par la suite, il survit à une embuscade ennemie et sauve la vie de plusieurs de ses camarades, dont le lieutenant Dan. Malheureusement, son fidèle ami Booba meurt sur place. La victoire annoncée prend la forme d'une débâcle. Avant sa mort, Booba prononce une dernière phrase représentative du non-sens de cette guerre. « Je veux rentrer chez moi ». 57 000 Américains périssent au cours des 10 ans de la guerre du Vietnam. Et si Forrest s'en sort légèrement blessé au postérieur, le lieutenant Dan perd ses jambes. De retour aux États-Unis, il est regardé comme le perdant d'un conflit inutile. « Je me nourris au sein du gouvernement », affirme-t-il. Passant son temps à boire dans les bars, le lieutenant Dan cède à une pensée nihiliste et n'envisage aucun avenir personnel. Progressivement, un mouvement d'opposition à la guerre du Vietnam prend de plus en plus d'ampleur. Un sondage Gallup, tenu tout au long du conflit, révèle qu'en août 1965, 24% des Américains estiment que l'engagement au Vietnam est une erreur. Il représente 58% en octobre 1969. Plus le conflit s'éternise, plus l'impopularité de celui-ci grandit. De plus, la guerre au Vietnam est régulièrement filmée et diffusée aux heures de grandes écoutes à la télévision. Vêtu d'un uniforme militaire, Forrest déambule dans la capitale Washington DC en compagnie de hippies. Il participe à la marche du Pentagone le 21 octobre 1967. 100 000 manifestants, majoritairement des étudiants, protestent pacifiquement contre la poursuite de la guerre. De héros américain, Forrest devient l'un des ambassadeurs de la paix bien malgré lui. Il tente de prendre la parole devant la foule, mais son micro se coupe. Un des militaires présents sur place refuse que le discours officiel de la Maison-Blanche soit remis en cause. Forrest déclare des propos inaudibles. En réalité, aux yeux des manifestants, ce long silence veut tout dire sur le non-sens de la politique étrangère américaine. En 1968, l'élection de Richard Nixon à la présidence des États-Unis s'explique en partie par la promesse du candidat républicain de mettre fin à la guerre du Vietnam. Un mouvement émerge autour de la contre-culture. Les hippies refusent de suivre un modèle familial traditionnel, prônent l'amour libre, soutiennent la paix au Vietnam, expérimentent des drogues hallucinogènes et défendent des minorités ethniques et sexuelles. Le personnage de Jenny incarne la rupture avec l'Amérique conservatrice. Comme Joan Baez, elle souhaite devenir chanteuse de folk. Jenny joue de la guitare dans les rues de Los Angeles et mène une vie vagabonde. Loin de son Alabama natal, elle rompt avec son propre passé et veut vivre pleinement ses rêves. En cette fin des années 60, surgit un mouvement féministe appelant les femmes à s'opposer aux stéréotypes de la mère au foyer, s'occupant de son mari et de ses enfants. Forrest Gump dépeint la contre-culture autour d'une riche playlist musicale. On peut citer les chansons California Dreamin' des Mamas and Papas, All Along the Watchtower de Jimi Hendrix ou encore Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival. Si une partie de la folk music célèbre dans le texte le mode de vie des beatniks, le rock offre une importante place dans la contestation d'une partie de la jeunesse américaine. Forrest rencontre John Lennon et lui inspire involontairement la chanson Imagine, autour d'un monde sans pays, sans religion, et dans lequel les hommes vivraient en paix. De même, Forrest apprend la danse au jeune Elvis Presley. Il raconte sa découverte du futur roi du rock. Une fois, un jeune homme était descendu chez nous et il avait un étui à guitare. Elvis joue le morceau Hand Dog et demande à l'enfant de lui montrer son jeu de jambes.
Un soir, en passant devant un magasin d'appareils ménagers, il regarde la performance d'Elvis à la télévision dans le Milton Berle Show en 1956. La démarche physique et les passes saccadées soulignent déjà le caractère rebelle et provocateur de la musique rock. Forrest, l'enfant de l'Alabama, invente sans le vouloir une nouvelle expression de la révolte contre le conformisme. Il inspire aussi bien le texte pacifique de la pop de John Lennon que l'attitude désinhibée du rock d'Elvis Presley. Forrest, né dans un état conservateur, inspire l'Amérique progressiste. Forrest entretient une relation particulière avec plusieurs présidents des États-Unis rencontrés à la Maison-Blanche. Le premier d'entre eux se nomme John Kennedy. Talentueux joueur de football américain, Forrest est invité à célébrer ses performances dans le bureau ovale. D'emblée, il remarque la qualité de la restauration. On vous met dans une toute petite pièce où l'on vous met tout ce qu'il y a à manger et à boire. Comme primo, j'avais pas faim mais très soif et que secondo c'était gratuit, j'ai bien dû boire une quinzaine de Dr Pepper. Malheur lui en a pris. Au moment de parler au président, il éprouve une envie pressante. J'ai envie de pisser, déclare-t-il face au chef de l'État hilar. Je crois que ce jeune homme a envie de pisser, répond Kennedy amusé. Élu en 1960, John Kennedy lance au cours de son mandat le programme Apollo visant à envoyer des astronautes américains sur la Lune. Au cœur de la guerre froide, il tente de renverser le régime cubain de Fidel Castro en lançant l'opération Zapata le 19 avril 1961. 1400 exilés castristes aidés par la CIA débarquent dans la baie des Cochons. L'opération échoue et la majorité des hommes sont capturés. En octobre 1962, l'URSS installe des missiles balistiques à Cuba. Agitant le spectre d'une guerre nucléaire, cette crise sera résolue au cours d'intenses échanges téléphoniques entre Kennedy et le dirigeant soviétique Khrouchtchev. Notons de même la présence du président Kennedy à Berlin-Ouest le 26 juin 1963, 2 ans après la construction du mur. Dans un discours devenu célèbre, il rappelle son soutien aux habitants de l'Ouest et suscite l'hostilité de l'Union soviétique. La même année, il rencontre le pasteur Martin Luther King, le jour de la marche sur Washington en faveur des droits civiques, le 28 août 1963. Il se montre intéressé par la résolution des problématiques liées à la discrimination raciale. Par la suite, Forrest retourne une seconde fois à la Maison-Blanche. Décoré de la médaille d'honneur après avoir sauvé de nombreux soldats au Vietnam, il fait face au président Lyndon Johnson. « J'ai cru comprendre que vous avez été blessé ?» demande le locataire de la Maison-Blanche en lui serrant la main. « Oui, au postérieur » répond Forrest. « Quel spectacle ce doit être ! J'aimerais bien voir ça » affirme enthousiaste le président. Le jeune héros lui présente donc son postérieur. Johnson comme Kennedy se montre hilar. D'abord vice-président des États-Unis sous Kennedy, il prend la direction du pays après l'assassinat du chef de l'État le 22 novembre 1963. La cérémonie d'investiture se déroule à bord d'Air Force One. Son mandat est marqué par l'adoption du Civil Rights Act en 1964, mettant fin à la discrimination raciale à l'embauche dans les bâtiments publics et les écoles. En 1965, le Voting Rights Act accorde le droit de vote aux Afro-Américains. Lyndon Johnson engage encore davantage l'Amérique dans le conflit au Vietnam en 1965. L'impopularité de cette guerre pousse les campus américains à se soulever en 1968. Forrest, talentueux joueur de ping-pong, représente l'Amérique face à la Chine au cours d'une compétition organisée sur le sol chinois. Le 10 avril 1971, une véritable équipe américaine de pongistes affronte les sportifs communistes. Nous fûmes les premiers Américains à visiter la Chine depuis 1 million d'années ou quelque chose comme ça. Quelqu'un a dit que la paix mondiale était entre nos mains. Tout ce que j'ai fait, c'était jouer au ping-pong, explique Forrest à un inconnu. À nouveau reçu à la Maison-Blanche, il reçoit un conseil du président Richard Nixon en 1972. Il lui parle d'un hôtel confortable à proximité du bâtiment du Watergate. Forrest, ne trouvant guère le sommeil, signale auprès des autorités le cambriolage en cours dans l'immeuble d'en face. Les lumières sont éteintes et ils doivent chercher la boîte à fusibles, parce qu'ils balayent avec une lampe torche et ça m'empêche de dormir. Involontairement, Forrest révèle le scandale du Watergate, poussant 2 ans plus tard le président Nixon à la démission. Le 11 juin 1972, le siège du quartier général du Parti démocrate est cambriolé sur ordre de la Maison-Blanche. 2 journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, révèlent l'affaire.
Plus tard, le public américain découvre que le président républicain enregistre toutes ses conversations dans le bureau ovale. En 1971, le New York Times et le Washington Post diffusent sous forme d'articles des informations relatives à l'implication politique et militaire des États-Unis au Vietnam. Ce sont les Pentagon Papers. Malgré les scandales, le président Nixon voit l'Amérique entamer des relations diplomatiques avec la Chine en 1972, engager une politique de détente avec l'URSS la même année, signer des accords de Paris actant la fin de la guerre du Vietnam en janvier 1973 et l'alunissage de la mission Apollo sur le sol lunaire le 20 juillet 1969. Le personnage de Forrest Gump émeut les Américains car il représente la personnification des mythes fondateurs des États-Unis. Premier point notable à son sujet, il croit en Dieu. Une scène du long métrage le montre chantant dans une chorale de gospel à l'intérieur d'une église. Forrest donne une partie de sa fortune pour la construction d'une église, d'un centre médical et pour la famille de son ami Booba. Il agit en chrétien aidant les pauvres. Face à Jenny mourante, Forrest raconte la beauté des paysages vus au cours de son itinéraire à travers l'ensemble du pays. Le protagoniste associe le monde du ciel à celui de la terre. Lorsque Jenny s'éteint, il parle à sa pierre tombale, rappelle sa croyance en Dieu, en son destin, mais aussi en le hasard. La devise nationale officielle des États-Unis n'est autre qu'In God We Trust, littéralement en français, en Dieu nous croyons. Au XVIIe siècle, des puritains venus d'Angleterre s'installent sur l'actuel territoire américain. Dans son sermon de départ pour le Nouveau Monde, le juriste anglais John Winthrop exprime la volonté d'ériger en Amérique la cité sur la colline de la Bible, autrement dit une nouvelle Jérusalem terrestre à l'image de Dieu. D'après Matthieu, le Christ aurait affirmé « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. » L'Amérique incarne la nouvelle terre promise pour les chrétiens. Forrest agit en héros en sauvant ses partenaires d'une mort certaine dans une jungle vietnamienne. Le pays éprouve une fascination pour la figure du sauveur, dominé par sa foi et croyant en son destin. Le citoyen américain se perçoit comme un membre du peuple élu de Dieu. Cette conception messianique s'exprime déjà en 1845 autour de la notion de destinée manifeste. Cette dernière, apparue dans un article de journal, évoque la mission américaine d'étendre son territoire de l'Atlantique Nord au Pacifique au nom d'un destin divin. Le lieutenant Dan, amputé de ses jambes, explique à Forrest que son destin était de mourir avec ses hommes. Comme le personnage principal, le militaire envisage sa vie sous l'angle d'une destinée divine. Forrest représente les États-Unis face à la Chine communiste au cours d'un match de ping-pong. Le jeune homme devient l'emblème du soft power américain. Derrière la rencontre sportive, Forrest continue à diffuser la politique étrangère américaine fondée sur les notions de liberté universelle et d'expansion du modèle démocratique à travers le monde. Il joue un rôle actif dans la promotion du modèle états-unien. Ses victoires témoignent de celles de l'Amérique, première puissance mondiale. Qui dit promotion dit modèle capitaliste. De retour chez sa mère, le jeune homme admire la commercialisation de produits dérivés à son effigie. La publicité et les ventes participent à promouvoir l'image de l'américain modèle. L'image véhicule la vision d'une puissance dominante. Elle conquiert les esprits et influence les mentalités. Par la suite, Forrest fonde sa marque de crevettes Booba Gump. Son nom devient lui-même un argument de vente. Le personnage principal représente la figure du self-made man. Dans la culture américaine, un self-made man est un homme ne devant sa réussite matérielle et sociale qu'à lui-même. Dans le cas de Forrest, il construit par lui-même sa renommée. Il montre à une femme assise sur le banc la couverture du magazine Fortune. Plus tard, il portera une casquette Booba Gump. Modèle à suivre, il encourage les créateurs en investissant dans la compagnie Apple. En marchant sur une crotte de chien, Forrest inspire à un inconnu la création de l'autocollant pour voiture Shit Happens. Une autre fois, le héros essuie son visage boueux sur un t-shirt jaune et invente involontairement le smiley. Forrest crée autant qu'il inspire. Lorsqu'il se met à courir à travers le pays, de plus en plus de citoyens se reconnaissent dans sa démarche et le rejoignent. Aux États-Unis, l'action d'un seul homme peut générer un mouvement d'ampleur. L'Américain ordinaire peut réussir son business en devenant son propre patron. Ainsi, Forrest témoigne de la croyance profonde d'une Amérique terre d'opportunités où chaque citoyen peut accomplir son propre rêve.
Personnification du rêve américain, le personnage de Forrest Gump incarne l'image de la réussite outre-Atlantique. Fervent croyant, self-made man, icône capitaliste et citoyen dévoué à sauver des vies, il plaide sans toujours en avoir conscience en faveur d'un modèle que l'ensemble de la planète se doit de suivre. D'après Henry Kissinger, secrétaire d'État sous Richard Nixon et Gerald Ford, la mission de l'État américain est la suivante. La politique étrangère de l'Amérique a reflété la certitude que ses principes intérieurs possédaient une valeur universelle et que leur application était invariablement salutaire. Que la vraie mission américaine à l'étranger n'était pas de conduire une politique extérieure traditionnelle, mais de s'efforcer de répandre des valeurs que tous les autres peuples étaient censés aspirer à reproduire. Le succès mondial de Forrest Gump, avec plus de 300 millions de dollars rapportés, participe à la transmission du soft power états-unien et de ses valeurs. Pour autant, Forrest témoigne de l'émergence de la contre-culture au cours de la deuxième partie des années 60, l'apparition de nouveaux styles musicaux comme le folk ou le rock psychédélique, l'émergence des mouvements hippies. De même, il raconte naïvement une histoire de l'Amérique fondée sur le rapport à la violence, au racisme et à la guerre prédominant, ségrégation raciale, assassinat politique, guerre du Vietnam. En réalité, Forrest Gump réussit à réunir un pays fracturé de l'intérieur depuis le 19e siècle. Là réside son universalisme. En unissant sous sa figure les États désunis, Forrest rend possible la diffusion à l'international d'un modèle américain à suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.